D'avoir choisi votre chaîne pour suivre votre magazine de prédilection, ces magazines qui parlent bien des sujets thématiques qui concernent la vie nationale de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de deux personnalités qui ont marqué l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit donc de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, ce sont là des héros nationaux congolais. Ils ont été assassinés pendant qu'ils étaient en exercice de leur fonction. Lumumba, Premier ministre de 1960 à 1961, fut assassiné le 17 janvier 1961 et Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, il était en exercice de 1997 en 2001 et assassiné le 16 janvier 2001. Après leur disparition, que reste-t-il de leur héritage? En tout cas, notre invité va tenter de répondre au cours de cette émission. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba. Il est président de la Nouvelle Vision panafricaine et puis cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons parler de cette réalité qu'a connue la République démocratique du Congo à travers ses deux leaders. Bonsoir, M. Norbert Yamba. Bonsoir, Kabila. D'entrée de jeu, quelle image retenez-vous Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila? Merci Edi Kabila pour l'opportunité que vous m'offrez. D'abord, de venir pour la première fois dans vos nouvelles installations. Oui. Je voudrais présenter non seulement Bonana à tout le personnel, mais aussi au directeur général de CCTV qui a montré qu'une institution peut être bien managée et de donner des résultats. Oui. Et ce qu'on voit, on ressent véritablement une évolution positive par rapport à l'organisation. Coup de chapeau, et je pense que cette nouvelle année commence bien. CCTV va répondre véritablement sa position dans le temps, et je crois que tout le temps, on sera là, parce que là, on est protégé C'est bien dit. avec le climat que nous avons ici. Oui. Alors, pour répondre à votre question, Lumumba, Laurent Kabila. D'abord, Patrice Emery Lumumba, pour moi, c'est un phénomène. Patrice Emery Lumumba, c'est un esprit de Dieu incarné dans un corps humain. Patrice Emery Lumumba, c'est le dépositaire de l'Esprit de Dieu. C'est un patriarche dans le monde invisible. Patrice Emery Lumumba, c'est un esprit supérieur. Patrice, c'est une divinité dans le monde invisible, dans le village des ancêtres. Alors, il est suivi naturellement par son jeune frère, Laurent Kabila, qu'il a connu trop jeune et qui a voulu faire comme lui et qui est parti dans les mêmes circonstances que lui. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Ce que nous pouvons retenir, c'est que, premièrement, sur le plan de la moralité, Oui. parce qu'on a des hommes politiques, il faut se poser la question sur leur moralité. Beaucoup sont des caméléons, riches en couleurs, pauvres en vitesse. Ils changent au fil du temps que les couleurs changent. Mais le Lumumba n'a pas changé. Il avait la consistance, il avait la résistance, il avait également la constance. Cependant, Kabila, sur le plan de la moralité, il a prouvé qu'un Congolais, bien qu'ayant besoin de l'argent, bien qu'étant père de famille, parent, il peut refuser la corruption. Quand j'écoute ce qu'a dit Colette Brackmans, que vous connaissez, qui est spécialiste en questions congolaises, journaliste, journal Le Soir, en Belgique, il dit qu'à l'époque
au début des années 60, et le gouvernement belge avait voté un budget l'équivalent de 7 millions d'euros, justement pour corrompre l'élite politique du Congo-Kinshasa. Patrice Lumumba. Mais Patrice n'a jamais accepté cet argent. Et Patrice a été trahi par ses pairs. Mais il a refusé de toucher même un centime. Voilà un peu un élément au niveau de la moralité, au niveau de l'intégrité, au niveau de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, c'est les gens. Tout le monde a envie véritablement d'être riche à la minute. Donc il arrive, il s'achète une chaîne de télévision, il s'achète des immobiliers, il multiplie les maîtresses, etc. Lumumba a refusé l'argent, l'équivalent de 7 millions d'euros à cette époque-là. Lumumba aussi nous lègue l'importance de l'histoire dans une société. Kabila, vous êtes là, vous avez des parents, vous avez eu des parents, vous avez une famille, vous avez un clan, vous avez une ethnie, vous avez un territoire, vous avez une province. Et donc, chacun doit avoir une histoire. On ne peut pas accepter que son histoire soit racontée par quelqu'un d'autre. Il risque d'y mettre ses intérêts, il risque d'y mettre ses ingrédients, etc. Et le Belge qui a colonisé le Congo s'est organisé, a construit une histoire montée de toutes pièces, justement pour raconter l'histoire de notre pays. L'exemple, par exemple, que le Congo, la mouchure, c'est Django Kao qui a découvert la mouchure. Ah mais écoutez, arrêtez. Ils ont falsifié l'histoire. Ils ont falsifié l'histoire. Et le moment dira que le moment viendra où l'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains eux-mêmes. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes debout pour réécrire l'histoire, pour restituer la République aux citoyens, la symbolique même de ce qui représente nos valeurs traditionnelles. Et ça, Lumumba nous lègue l'importance de l'histoire. Et c'est ce qui a motivé des gens de la trempe de Cheikh Anta Diop à l'époque de pouvoir s'interroger, réfléchir sur l'histoire de l'Afrique. Lumumba nous lègue l'idée qu'on peut n'avoir pas fait beaucoup d'études, mais lorsque vous lisez, vous travaillez dur, vous pouvez être au-dessus de la mêlée. Il avait le souci de dévorer le livre, il lisait nuit et jour, etc. Et aujourd'hui, Lumumba, à cause de la lecture, lui qui a fait 2 ans presque primaire, vous imaginez, il a eu le niveau au-delà des études formelles que nous avons. Aujourd'hui, presque dans toutes les universités sérieuses au monde, on enseigne véritablement d'étudier Lumumba. Dans le top 10 des personnalités emblématiques panafricanistes de l'Afrique, en tout cas, il trône, il prend la première position, suivi de Thomas Sankara. Donc, Lumumba, c'était un ovni, c'était un extraterrestre qui savait voyager dans le temps, 50 ans, 150 ans, 200 ans, etc. Et qui revenait une réalité en face. Et donc, il sait que voilà, à 200 ans, voilà ça que sera le pays. Et mes frères, faisons ceci pour que nous puissions véritablement répondre aux préoccupations de 200 ans. Ça, c'est Lumumba. Donc, il savait voyager dans les temps. Lumumba, c'est aussi quelqu'un qui avait compris tout de suite que certes, on a acquis une indépendance politique, mais il restait la plus grande indépendance, qui est fondée sur l'économie. Oui. Parce que l'économie a toujours été le vrai de l'homme. On peut avoir une indépendance politique, on se fait appeler président de la République, ministre, gouverneur, fonctionnaire de l'État, jusqu'au niveau de chef de secteur, au groupement, etc. Oui, ce sont des postes de responsabilité. Donc, mais à vous entendre parler, selon Lumumba, en fait, si l'État congolais n'a pas le contrôle sur l'économie, cela veut dire que l'indépendance est une coquille vide. Bien entendu, c'est un air démagogique.
Voilà ce qu'il voulait dire. Oui. Que la plus grande performance entendue, c'est celle véritablement de construire une dynamique de la souveraineté économique de la République. Parler de la souveraineté économique passe naturellement par l'extraction, la maîtrise de nos ressources naturelles, et la maîtrise passe naturellement par l'extraction, la transformation, la production de richesses, la création des emplois et l'affectation rationnelle de tout ce que nous avons comme revenu dans les différents secteurs de la vie nationale. Ça, il avait vu. Lumumba aussi, c'est un homme, un panafricaniste, qui adorait naturellement l'esprit de l'autonomie, le leadership africain. Il y savait l'arsenal, la géopolitique internationale, mais Lumumba estimait et partageait naturellement la même vision que Kwame Nkrumah lorsqu'il dit certainement que nous avons été saucissonnés par la conférence de Berlin et divisés sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Le salut de l'Afrique, la voie de l'Afrique passe par la création des États-Unis d'Afrique, la création d'un seul État, où il n'y aura qu'un seul interlocuteur vis-à-vis des autres qui croient avoir la civilisation universelle qui est un faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une civilisation qui soit universelle. La théorie de la relativité, la vérité en dessous des Pyrénées et de au-delà. Chaque peuple a sa civilisation. Et aujourd'hui, c'est prouvé, même par des savants contemporains occidentaux, que sur le défi de la complexité d'après Edgar Morin, il y a une théorie de deux vérités contraires. Ce que vous concevez comme vérité ne peut ne pas être la vérité. Et les deux vérités peuvent cohabiter. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous croyez que ça, c'est une vérité et que cette vérité doit s'imposer à moi. Raison pour laquelle l'Occident s'est donné le luxe de se promener à travers le monde pour dominer les autres, soit disant qu'il est rapporté à la civilisation. Et le Lumumba avait déjà contesté à son temps. Et comme il y avait la guerre froide, cette contestation, cette résistance, afin que l'Occident puisse croire, parce qu'il y a eu deux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Américains et les Soviétiques qui n'ont jamais été des colons et qui voulaient mettre en place un autre système de domination qui est la néocolonisation ou l'impérialisme occidental. Mais on vous entend de parler, M. Nangwa, faudra-t-il admettre aujourd'hui que en fait, l'assassinat de Lumumba s'inscrive dans la stratégie des multinationales et, je dirais, des néocolonialistes et défenseurs aujourd'hui des droits de l'homme et de la démocratie, envie d'empêcher l'émergence de l'élite patriotique congolaise? Oui, mais c'est un peu presque partout en Afrique. Vous savez, moi, j'ai toujours rigolé, en fait, lorsque j'écoute certains pseudo-chercheurs politisés dire que Lumumba était pressé, s'il n'était pas pressé, et donc on ne serait pas là où nous en sommes. Mais c'est le plan Van Bilsen qui a poussé les gens à dire ainsi. Le plan Van Bilsen, oui. Oui, c'est un plan qui croyait, qui avait prévu l'indépendance à 1985, 30 ans, etc. Même si, vous savez, le Zimbabwe était indépendant depuis 1980, mais la situation n'a pas changé, non? L'Angola est indépendant depuis 1975. La situation n'a pas changé. Ceux qui ont accepté naturellement de rester dans le cordon ombilical de leurs colonisateurs, les francophones par exemple, les colonies françaises. On devait en principe peut-être suivre cette logique-là, parce que la plupart des gens estiment que l'indépendance de la République démocratique du Congo était acquise dans la précipitation, dans l'impréparation, dans le goût d'aventurisme. C'est en fait ça. Il faut quitter tous ces abrutis fondationnels qui n'ont pas le temps de réfléchir sur des choses, qui n'ont peut-être pas la littérature abondante et qui n'ont pas le sang de la révolution. Et c'est ça justement la différence entre un diplômé et un intellectuel.
Un diplômé, c'est qu'il brandit ses diplômes, mais n'a aucune capacité de révolutionner sa société. Et une élite? Une élite, c'est quelqu'un, peu importe ses études faites, mais qui a la responsabilité de booster la société, de déplacer les montagnes, de faire avancer les lignes. Et c'est ça, justement, des gens comme Lumumba, des gens comme Modibo Keïta. Modibo Keïta, c'était un enseignant de l'école primaire. Sékou Touré, c'était un syndicaliste, c'était un ouvrier, il n'a jamais été à l'université. Tous ces gens, Kenan Kaunda, le docteur Kaunda, ça se moins, tous ces gens comme Julius Nyerere. Et Laurent Désiré Kabila que vous avez omis? Et donc, Laurent Kabila, c'est donc, c'est le nom vers Lumumba en fait. Laurent Kabila voulait faire comme son maître en fait. Mais il est parti trop tôt. Je parlerai pratiquement de ce qui représente ses héritages qu'il a laissés. Mais je voulais juste dire que tous ces gens-là qui prennent le luxe de stigmatiser un certain nombre de choses qui visiblement nous font retarder, ces gens-là, que je considère comme des diplômés culturellement analphabètes, des acculturés et non des élites. Ces gens-là n'ont rien compris et ne comprendront plus parce que la plupart d'entre eux n'ont été formés que dans des écoles de fabrication de chômeurs de luxe. Mais la preuve en est là. Aujourd'hui, après l'indépendance, les Congos se débattent toujours dans des sérieuses difficultés. Le Lumumba est parti de politique, sociale. Le Lumumba est parti. C'est que le problème est très sérieux et c'est là justement qu'on devrait réfléchir. Ce n'est pas la responsabilité de Lumumba. Cher ami Kabea. Mais quand on ne commence pas, je m'excuse beaucoup Kabea. Il faut réfléchir sur les dominants de notre situation. Bien entendu, quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Et Lumumba a commencé. Il a recherché la vraie indépendance. Ou bien il a posé des questions questionnantes. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a émergence d'une élite politique africaine qui croit naturellement que les différentes solutions qui nous ont été proposées par l'Occident ne sont que occidentales. Elles ne sont pas adaptées par rapport à notre situation. Et qu'il y a moyen aujourd'hui, plus que jamais, qu'on recherche des solutions fondamentalement africaines. C'est ça justement le courant du panafricanisme. Et le Lumumba est l'un des précurseurs de ce courant panafricaniste. Alors maintenant, dire que bon, pourquoi il est parti tout de suite, il a demandé dans la précipitation. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Certainement que c'est un pays à vocation d'émergence, encore que l'émergence est un concept fondamentalement occidental, un paradigme qui a été lancé sur le marché, etc., ne peut accepter cela que des gens qui rêvent encore et qui ont de la rêverie romantique. Oui. Et donc, Lumumba a posé des actes. Aujourd'hui, nous nous posons des questions. Aujourd'hui, il a étudié dans de grandes universités, même aux États-Unis. Vous voyez, tous les afro-descendants sont derrière Lumumba. Oui. C'est que c'est un ovni, c'est un extraterrestre. Il faut savoir le respecter. Venir avec des petites réflexions élémentaires, des petits esprits cachés dans le ghetto, c'est pas normal. Mais apparemment, c'est comme si vous restiez un acteur non de moindre de la mythification du figure de Lumumba, M. Dorgaya. Non. Moi, je suis dans la classe des esprits supérieurs. Mais je considère Lumumba comme une divinité aussi, qui est dans le village des ancêtres et qui est très inquiet aujourd'hui. Très inquiet parce qu'il est en train d'errer. Lumumba n'a pas de résidence fixe. Et c'est même que je salue le président. Très inquiet. Comment? Très inquiet comment? Mais très inquiet parce que Lumumba n'a pas de résidence fixe. Parce que Lumumba, il est dans la tombe. Il n'est pas dans la tombe. Il cherche à avoir sa résidence dans sa tombe. Et il n'aura la résidence dans sa tombe que lorsqu'on amène là-dedans et qu'on l'enterre en bonne et due forme. Parce que, croyez-moi, le cher Kabea, l'homme doit vivre à l'éternité. Oui. Et quand on meurt, il y a l'âme qui active le corps, s'en va. Et cette âme trouve intérêt de prédilection, c'est dans le village des ancêtres. Et c'est comme ça que la théorie de la réincarnation montre que les gens qui posent des actes, qui vont dans le sens de sauvegarder leur communauté, à travers leurs idées, à travers leur engagement, à travers leur détermination, ces gens-là vivront à l'éternité. Et c'est le travail que nous faisons, pour lequel, même si je n'ai pas de récompense sur la terre des âmes,
Écoutez, je vivrai à l'éternité parce que par la réincarnation, je reviendrai plusieurs fois. C'est un peu le genre Lumumba, c'est un peu le genre Laurent Kabila, c'est un peu le genre d'Étienne Tshisekedi, etc. Des gens qui acceptent de se sacrifier au service des autres. C'est très important, Kabila. Oui. Et donc, il faut qu'ils aient les résidences. Certainement qu'Étienne a trouvé sa résidence, Laurent Kabila a trouvé sa résidence, mais le maître de maître n'a pas encore sa résidence. Mais c'est d'abord Mbemba, justement, puisque c'est de lui qu'on est en train de parler, il a été assassiné, bien évidemment, le 17 janvier 1961. Son corps, avec ceux de ses compagnons, ont été coupés à morceaux et dissous dans l'acide sulfurique, bien évidemment. Mais son seul péché, c'est d'avoir dit niet à la balkanisation et aux impérialistes. Mais non. Est-ce que vous pouvez nous identifier les criminels de la mort de Lumumba aujourd'hui? Oui, c'est nombreux. Il y a eu convergence d'intérêts. Oui. Mais il faut restituer le contexte géopolitique de l'époque. C'était la guerre froide. Les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, notamment les Soviétiques et les Américains, se disputaient des espaces en Afrique. Oui. Et le Congo, c'est un pays de prédilection, vous savez. Le Congo a le tiers des richesses de l'Afrique. Avoir une mainmise sur le Congo suppose la promotion et le développement du pays qui l'occupe. Et les deux se disputaient. Et comme Lumumba, qui était nationaliste, qui ne voulait pas écouter les impérialistes, oui. Et qui ne voulait pas tergiverser sur les intérêts du Congo et du Congolais, a été trahi non seulement par ses frères, mais également par la politique internationale, à l'indexant comme étant un communiste, parce qu'il y avait la guerre froide. Oui. Alors maintenant, communiste suppose avoir des raisons raisonnantes pour l'éliminer. Tu vois? Et donc, ils sont arrivés véritablement à l'éliminer. Alors maintenant, il y a un partage général. Il y a des Congolais qui ont participé naturellement à cette sale besogne. Eh bien, il y a les Belges qui visiblement étaient notre métropole à l'époque, etc. Il y a aussi les Américains. Mais écoutez, celui qui garde et qui constitue véritablement la puissance où tout le monde... excusez Kabila, il ne faut pas couper cette idée-là. Oui. Mais ce sont les Américains. Ce sont les Américains, ils endossent la plus grande responsabilité parce qu'ils étaient le directeur du monde à l'époque. Vous voyez, donc Lumumba est parti simplement parce qu'il n'a pas tergiversé sur les intérêts de notre pays. Aujourd'hui, ces vainqueurs ont mis en place beaucoup de mécanismes de contrôle de nos États. Vous voyez les médias. Quand vous regardez, vous arrivez à l'aéroport, nos aéroports, vous allez voir des grands panneaux. Vous voyez Radio France Internationale, vous voyez France 24 ou bien France 2, vous allez dans des pays anglophones, vous avez BBC, CNN, etc. Et donc, on nous a répartis et nous, CCTV comme elle est fonctionnelle, les gens n'ont pas tendance à suivre CCTV. Et ils ont besoin de suivre la Radio France Internationale. Ce que dit la Radio France Internationale, c'est entendu comme une vérité. Et pourtant, Michel Collomb, qui est un Belge, un africaniste, vous dit que ce sont des médias mensonges qui marchent en concordance avec leurs intérêts. Il n'y a pas que ça. Vous savez, les écoles ésotériques aujourd'hui, les écoles mystiques, comme la franc-maçonnerie, comme Rose-Croix, comme toutes ces écoles-là, Maïkari, Nkankar, etc. On est divisé entre l'Orient et l'Occident. Tu vois, on nous recrute, et on recrute parmi l'élite intellectuelle, l'élite économique, l'élite politique, etc. Tout ça pour nous assujettir, pour nous ligoter et ligaturer, pour que nous soyons emprisonnés et que nous soyons robotisés, manipulés, instrumentalisés. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Il n'y a pas que les écoles. Toutes les institutions, les multinationales aujourd'hui travaillent dans le sens de pouvoir maintenir cette domination. Il n'y a pas que les multinationales. Regardez dans nos ministères.
des projets qui sont opérationnels. C'est soutenu par la Banque mondiale, c'est soutenu même par le Fonds monétaire international, les banques régionales, etc. Écoutez, tous ces projets-là viennent véritablement de ces laboratoires-là. Et il n'y a pas de secret dans le ministère. Et les différentes politiques qui sont utilisées sont des politiques qui viennent d'ailleurs, etc., dont nous n'avons pas la maîtrise. Et la plupart d'experts qui viennent former des juniors, parce que nous, quand on est au Congo comme ça, on vous appelle juniors, il n'y a qu'eux qui sont les seniors, qui viennent de l'extérieur, etc. Vous voyez? Donc, tous ces éléments faisant commune, même les différentes coopérations, en fait, on détermine les thématiques d'intervention. Oui, on a des institutions comme la MONUSCO, les institutions des Nations Unies, qui ont été montées après la Deuxième Guerre mondiale, la plupart, naturellement, qui nous maintiennent à l'état où nous en sommes. Et quiconque qui fait le contraire, on a des moyens, n'est-ce pas, de coercition pour les neutraliser, surtout pas aller contre leurs intérêts. Heureusement, aujourd'hui, sincèrement, il y a une marge de manœuvre parce qu'il y a plusieurs pôles de puissance. La géopolitique internationale est en train de changer au point où, au lieu d'avoir un seul directeur du monde, qui était les États-Unis, on a aussi la Chine, on a l'Inde, on a la Russie, on a le Brésil, et même des puissances à l'intérieur des pays arabes, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. Donc, lorsqu'on est visionnaire par rapport à ces contextes, par rapport à ce paysage politique international, on est capable de mettre en route, naturellement, une politique qui nous permette de sortir là où nous en sommes. Mais malheureusement, les différents instruments de pénétration et de domination sont très opérationnels, mais il faut avoir une vision large, il faut avoir une vision transformationnelle, il faut avoir la capacité de voyager dans les temps. Certainement que, bon, aujourd'hui, les quelques rares de personnes, dirigeants qui se sont déclarés panafricanistes, n'ont pas eu la vie sauve. On va Laurent Gbagbo, etc., en Côte d'Ivoire. En dernière minute, le Tchadien Idriss Déby, etc. Certainement que je ne vais pas parler de mon président, Félix Tshisekedi, qui est un panafricaniste, mais je ne voudrais pas l'exposer, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, n'est-ce pas, à la restauration de la guerre froide. Vous savez que hier, c'était les Soviétiques et les Américains, ça s'est élargi aujourd'hui à la Chine, en coalition avec la Russie. Et donc, ils se disputent les pays et les intérêts en Afrique. Vous avez vu le coup d'État qui a eu lieu, n'est-ce pas, en Guinée. Oui. C'est une question de bauxite. La bauxite, la Guinée-Conakry, troisième pays producteur, n'est-ce pas, de la bauxite, même en termes de réserve, etc. Mais c'est la France qui côtoie, qui constitue pratiquement les parrains des prédilections de la Guinée-Conakry, etc. Mais d'un cas, Alpha Condé prend la responsabilité de confier le marché aux Chinois dans une politique gagnant-gagnant qui est de la fumée, du vent. Mais quand même, il y a quelques réalisations. Monsieur Norbert Mbemba, en fait, vous avez poussé un certain nombre d'éléments très importants, mais seulement il y a encore une autre stratégie, peut-être vous les semblez ignorer, c'est cette stratégie de la mainmise sur les richesses nationales de la République démocratique du Congo à travers les hommes politiques à l'ère solde des Américains, des Soviétiques, ainsi de suite. Comment voyez-vous ces problèmes? Oui, mais c'est ça ce qui a été tracé. On termine la colonisation, on nous déclare indépendants, mais on met en place une autre nouvelle colonisation qui passe par les héritiers de la colonisation. Les héritiers de la colonisation sont des dirigeants de la République qui jouent le rôle de courtiers ou de commissionnaires de puissance d'argent. Et donc, ces puissances d'argent n'ont pas de compte, non, j'allais dire, les héritiers de la colonisation, qui sont des dirigeants qui sont les nôtres, n'ont pas de compte à rendre à notre peuple. Seuls les hommes et les femmes, qui sont choisis naturellement par les puissances d'argent, c'est eux qui ont la possibilité d'avoir accès aux responsabilités de la République. Et donc, ils jouent le rôle de courtier, ils jouent le rôle de commissionnaire, mais ils reçoivent en retour, naturellement, la maintenance au pouvoir. Et c'est comme ça que c'est souvent sur intérêt fertile, même des graines pour y germer bien, et bien voilà, ils s'enrichissent. Entre-temps, ils donnent mais la chance reste pour la République démocratique du Congo du fait que c'est des leaders assassinés, attendez par là, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila ont légué, je dirais, un héritage. Cet héritage, c'est à travers les testaments
qu'ils ont laissé. L'autre, prenez-vous en charge. Et Patrice Emery Lumumba qui a bien dit à travers ce que vous avez évoqué que le Congo va se développer lorsque l'histoire de la vie démocratique du Congo va être écrite par les Africains eux-mêmes. Vous ne voyez pas que c'est déjà l'héritage légué que nous, ou bien les Africains, à travers cet héritage, pourront faire face à l'impérialisme occidental. Et puis c'est justement, c'est pourquoi on s'élève. C'est pourquoi on prend du temps pour apporter l'information à destination. Kabila, Patrice a laissé un certain nombre de choses. Regardez la corruption dans la classe politique aujourd'hui. Oui. Et lui avait refusé la corruption. Tout cela nécessite un arrangement institutionnel qui permet naturellement de faire une déprogrammation mentale. Mais il a été arrêté des détournements à un moment. Tu n'as pas la maîtrise de ce dossier et il ne faut pas en parler comme ça. On risque de te considérer un fou en plein ciel ouvert. Donc, l'histoire. Bien entendu. Et c'est pourquoi je dis que tu n'as pas la maîtrise de ce dossier. Oui. Il a été arrêté. Pourquoi on l'a libéré? On l'a libéré pourquoi? C'est quelqu'un qui a été arrêté de tournement. Mais il faut arrêter. Libéré pour l'assassinat. Non, mais écoutez, c'est pourquoi j'ai dit on l'assassine. Pourquoi? Pour avoir détourné? Mais non, Kabila, ce sont des choses très sensibles qu'il ne faut pas véritablement prendre la responsabilité d'en parler comme ça avec légèreté. Oui. Qu'à cela me tienne, Laurent Kabila, il a parlé de la prise en charge. Alors, cette prise en charge, Kabila, on fait comment? Il est très clair que Laurent Kabila a créé les CPP, oui. Comité de pouvoir populaire. Pour se prendre en charge, il faut que le peuple s'organise dans leurs entités respectives. Et Laurent a mis en place le comité de pouvoir populaire qui définit les problèmes, qui met en place un programme, lequel programme la participation de tous les citoyens habitant dans un milieu bien déterminé. Et donc, cela aurait pu véritablement être rendu opérationnel par les héritiers de Laurent Kabila. Oui. Ça n'a pas été le cas. Donc on n'est pas dans la logique, n'est-ce pas, d'opérationnalisation des idées. Kabila, regardez comment les gens de 1960, ils ont tenté des choses innovantes. Quand Kabila parle de Tchembe, oui. On n'a pas exploité ça. C'est-à-dire oui, Tchembe, c'est l'organisation de citoyens qui prennent en charge leur destin en main. Alors là, il y a des institutions, certes, qui nous ont été proposées par la République, oui. Mais il y a aussi des institutions qui apparaissent comme formelles, informelles, mais qui interagissent avec les institutions qui sont mises en place. Et ça, c'était une idée innovante. À l'instar, par exemple, de Boudjama pour la Tanzanie. Vous savez, Nyerere a été l'un des pionniers africains qui a inventé un autre modèle de socialisme africain, à la différence du socialisme à l'occidental, etc. Mais il a tenté même de révolutionner l'école. Et tout compte fait, en 1981, il n'avait pas de moyens parce que le système qui a été mis en place, ce système d'infantilisation, de clochardisation par l'impérialisme occidental, ne lui a pas donné les moyens par la Fonds monétaire international pour qu'il puisse naturellement opérationnaliser son projet. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé dans la triste obligation de démissionner. Parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Nyerere a démissionné. Et vous avez dit, John Magufuli, qui visiblement est rentré dans la logique de Nyerere, etc., a été éliminé. Bon, toute proportion. Je ne peux pas non plus faire une déclaration comme ça, mais en tout cas, officiellement, il est mort de maladie. Mais en réalité, c'est un gars qui a interdit à tous ses ministres, comme vous me suivez, oui. D'aller à l'extérieur pendant 5 ans. Même chose, n'est-ce pas, pour Nyerere qui avait interdit en son temps à tous ses ministres d'aller à l'extérieur, se faire soigner. Il faut organiser les hôpitaux, etc. Regardez ces gens de 1960, des gens comme Modibo Keïta, des gens comme Sékou Touré, qui n'ont pas été à l'université, mais qui ont tenté d'aller vers l'inconnu, qui ont tenté de construire leurs idées à travers une utopie, à travers un rêve
qui n'est pas une rêverie romantique. Tu vois. Et donc, César, le parti Simeri Lumumba, qui, visiblement, sans avoir fait des études extraordinaires, mais c'est apparu comme un esprit supérieur. Gloire à ces gens. Gloire à ces gens. Aujourd'hui, Patrice Lumumba, qui applique? Qui est le lumumbiste qui applique ces idées? Personne. Ils sont où? Personne apparemment. Eh bien voilà, donc, la corruption continue. Entre-temps, l'intégrité, l'homme politique ne travaille plus pour inventer des systèmes. Lumumba dévorait des livres nuit et jour. Je dis, vous savez, paix à son âme, Etienne Tshisekedi en fait. On va dire qu'il y a Mamba et trop Tshisekedi, ça c'est évident. Mais chaque jour, gloire à la diaspora, parce que c'est la diaspora, surveillait les différentes publications. Et chaque fois quand vous allez chez Etienne Tshisekedi, les livres que vous trouvez sur la table, c'est pas aujourd'hui, vous ne les trouvez pas 3 jours après, parce qu'on envoie d'autres livres. Et la diaspora a beaucoup joué, naturellement, par rapport à ça. C'est comme ça que Tshisekedi, chaque fois qu'il prenait position, il était au-dessus des autres. Est-ce qu'il est parmi les élites, Tshisekedi? Mais comment ça? L'élite, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui produit des idées et qui les rend opérationnelles, qui sait déplacer les lignes de son pays, de son environnement, etc. Tshisekedi a consacré sa vie. Il faut voir là où il restait à limiter. Au moment où il déjà trôné dans des parcelles, en piscine, etc., il était dans une euphorie de jouissance. Mais lui, il s'est retrouvé à limiter dans une petite maison, etc. Mais en fait, c'est l'abbé Maloumalou. En fait, l'abbé, c'est, je dirais, Monseigneur... Gérard? Non, le nom m'échappe, qui avait, à l'époque, prodigué des conseils à Tshisekedi, comme il a opté pour l'opposition, d'aller résider à Limité, non à Gombe ici, où il roulait avec la voiture Jaguar, fumer la pub, ainsi de suite. Kabea, vous racontez des rêveries. Kabea, il faut arrêter ça. Quand vous parlez des esprits supérieurs, il faut avoir du respect de la considération. Mais Tshisekedi d'habiter vers le boulevard. Mais il a une résidence sur le boulevard. Oui. Mais est-ce que c'est pour autant dire que quelqu'un l'a conseillé d'aller habiter? Non. Tshisekedi était ministre de l'Intérieur. Tshisekedi était ministre de Transport. Tshisekedi était PDG de leurs amis. Tshisekedi était recteur à l'ENDA. Il était recteur de l'ENDA. Il a commencé par là. Oui. Et il était ambassadeur au Maroc. Il était vice-président de l'Assemblée nationale, etc. Il était dans son apogée. Et cet apogée aurait pu lui permettre de continuer à chanter Mobutu. Et il a pris la décision, n'est-ce pas, de se mettre à l'opposition et de combattre les équivalents. Et donc, quand vous dites quelqu'un lui a conseillé, non. Il est mort sur le champ de bataille, un bon soldat. Et le bon soldat meurt sur le champ de bataille. Il est combat pour la population. Et donc, moi je considère que ce qu'il dit, sur la ligne des guerriers, sur la ligne des warriors, les vrais warriors, etc., mais sur la ligne également des esprits supérieurs. Et donc, sincèrement, nous avons intérêt, et ça, parce qu'on nous pourchasse par, on est pourchassé par le temps, nous avons intérêt d'enseigner nos leaders extraordinaires, transformationnels, dans nos écoles, de changer de programme de nos écoles, qu'on étudie Lumumba en fond. Parce que maintenant, quand on va demain, on va célébrer. Là, vous parlez de Lumumba, non de Etienne Tshisekedi. Non, je dis, mais Lumumba, Tshisekedi, Laurent Kabila, Mfumu Kimbangu, Kimpa Mvita, nous avons besoin d'apprendre leurs idées, leurs leçons, leurs enseignements en profondeur, à partir de l'école maternelle jusqu'à terminer l'université. C'est très important. Puisque nous sommes pourchassés par les temps, comme vous l'avez dit, M. Norbert Mbayamba, quel héritage, en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces personnalités, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Kimpa Mvita et bien évidemment Etienne Tshisekedi? Mais on dit, nous devons accueillir le monde d'aujourd'hui, sans oublier qu'il sera bientôt le monde d'hier, et respecter le monde d'hier parce qu'il a représenté à son temps toutes les possibilités humaines. Kimpa Mvita est arrivée à un moment donné, elle s'est battue à sa manière, etc. Elle est partie. Mfumu Kimbangu est arrivé, il s'est battu, il est parti. Vient le tour
d'Étienne Tshisekedi, de Patrice Lumumba. Et voilà, il est parti. Voilà, Laurent Tshisekedi d'abord, et puis Laurent est arrivé. Oui. Nous devons être en mesure. Il faut saluer également au début de sa vocation, de sa gestion, le Mobutu Sese Seko. C'est pas facile, c'est aussi un extraterrestre en fait, hein, qui a été absorbé par la ruse du pouvoir. Oui. Et donc, ces gens-là méritent respect et considération. Nous devons les vénérer. Un homme comme Patrice Emery Lumumba, il vivra dans l'éternité. Là, il est dans... Oui, bien entendu, mais oui. C'est un Illuminati qui te parle. C'est un homme sacré. Oui, Kabeya, peut-être qu'on ne m'appelle pas excellence, on ne m'appelle pas honorable, mais faites attention. Moi, je connais le langage de la métaphysique. Je suis dans la passerelle, la physique et la métaphysique. Je suis respecté même par nos ancêtres. Je suis choisi par nos ancêtres pour apporter un message dans la société. Et vous évaluez les valeurs des gens à travers leurs voitures, à travers leurs maisons, à travers leur pouvoir, à travers leurs responsabilités. Mais il y a des gens qui sont choisis par les ancêtres pour travailler au service de la race noire. Mais vous en avez aussi, non? Vous avez des maisons, vous avez des voitures. Mais arrêtez des conneries. C'est au prix de sacrifices, de beaucoup de sacrifices. Vous voyez, Kabeya. Oui. Donc, sincèrement, je dis que maintenant, plus que jamais, nous savons où se trouve Tshisekedi, nous savons où se trouve Laurent Kabila. Oui. Nous voulons que Patrice arrive, nous voulons que Tchomé, parce que ce sont des gens qui ont vu clair à l'époque, Tchomé arrive, Mobutu arrive, et nous serons de temps en temps, à leur date comme ça, à leur anniversaire de leur mort, que nous soyons à mesure de leur demander pour qu'ils nous aident à faire avancer les choses. Parce que je tire l'exemple de Kwame Nkrumah. Au Ghana... Vous avez une minute pour... Au Ghana, oui. Et je termine par là, Kabeya, Kwame Nkrumah, qui est devenu le maître, qui est devenu le professeur des élèves en Afrique au début des années 60, c'est lui qui a boosté et promotionné l'idée des États-Unis d'Afrique, oui. Et lui qui a facilité l'indépendance du Ghana en 1957, et c'est lui, à cause du contexte de la géopolitique internationale dominée par les intérêts impérialistes, etc., a été victime de coup d'État en 1966. Il est mort dans des conditions atroces. Il a été enterré dans son village. Et depuis le départ de Kwame Nkrumah, en tant qu'esprit supérieur, en tant qu'une divinité, il n'était pas content. Il était en train d'errer dans son village. Mais vous savez comment l'idée des États-Unis d'Afrique a quitté la vie à Kadhafi. Excusez. Donc, et donc, voilà comment les Ghanéens ont fait avec Jerry Rawlings. Mes hommages à Jerry Rawlings, le capitaine, oui. Qui est arrivé et qui a réfléchi. Il dit, honorons les ancêtres divinisés. Et c'est comme ça qu'on est allé prendre le corps, n'est-ce pas, d'un Kwame au village pour faire un grand monument à Accra. Et aujourd'hui, le président qui entre, n'est-ce pas, au Ghana, le président qui sort, félicite le président qui entre, il y a une stabilité. Le Ghana est arrivé à la 10e position de pays de prospères en Afrique. Et donc, nous aussi, lorsqu'on respectera Lumumba, on respectera Laurent Kabila, on respectera Tshisekedi, on respectera Fumon Kimbangu, on respectera Kipandita, etc., tous ces gens qui ont travaillé et qui se sont donnés corps et âme pour l'avenir de notre pays. Écoutez, on peut les invoquer et on peut avoir des résultats. C'est pas pour rien que les Français ont enterré Napoléon en pleine ville pour l'évoquer de temps en temps parce que c'est un illuminé. Merci. Voilà. Mais c'est normal, maman. Terminons cette émission avec ces projets des 145 territoires initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi ces projets? Ce projet est une réponse à un problème local. Une réponse locale à un problème local. Le Congo a 145 territoires. Le Congo a 145 territoires. Et je prends la moyenne d'un territoire. C'est 26 000 km². Écoutez, ce sont des pays. Le territoire de l'Omera, par exemple, c'est la même chose que le Rwanda. Dépasse même le Rwanda de 36 km².
Et donc, si vous voulez le développement de la République, surtout que le Congo, c'est 100 fois plus que le Rwanda, 80 fois plus que la Belgique. Et donc, le président vient avec une innovation en disant, prenons l'espace géographique territoire. Certainement que dans notre constitution, le territoire est une entité déconcentrée qui n'a pas un budget de développement. Mais à l'intérieur de chaque territoire, il y a des communes, il y a des secteurs et des chefferies. Et chaque chefferie, chaque secteur a un programme, a un budget. Et donc le président prend la responsabilité pour booster et promotionner la République pour le temps qui lui reste, d'affecter 450 millions de dollars, essentiellement pour faire des infrastructures, faire des actions sociales au niveau de chaque territoire, à l'intérieur du budget de chaque entité territoriale décentralisée. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous avez de la maîtrise. Pourquoi ne pas aussi jeter les dévolus sur vous pour être parmi les gens qui vont matérialiser ces projets? Depuis que j'ai fait la politique, oui. Je n'ai jamais été devant la porte, et surtout nous à l'IDPS, dans les 37 ans, on est très pudique, on ne peut pas demander quoi que ce soit. Mais pour cette fois-ci, parce que, Kabeya, j'ai été directeur général d'un projet de la coopération belge qui a travaillé dans les milieux ruraux. J'ai été, la deuxième fois, directeur général d'un projet de la coopération technique belge qui a travaillé pour une expérience dans la commune de Kimbaseke et pour couvrir l'ensemble du territoire national. J'ai travaillé dans toutes les provinces comme coordonnateur d'un grand programme de la coopération américaine. J'ai travaillé comme coordonnateur sous-régional dans le bassin du Congo qui a travaillé instrument pour promotionner le monde rural. J'ai travaillé comme directeur général de l'Institut supérieur technique agricole. J'ai travaillé comme consultant pendant 17 ans à la Banque mondiale pour travailler dans les provinces, etc. J'ai travaillé avec la Banque africaine de développement. J'ai travaillé avec l'Union européenne, avec le système des Nations unies, UNICEF, PNUD, FAO, etc. J'ai le background, j'ai le profil. J'ai dit mon président, pour une fois, je vous demande quelque chose. Oui. Donnez-moi ce projet. Donnez-moi ce projet, je vais le rendre opérationnel dans le délai. Et vous verrez des résultats. J'ai tenté cette expérience, j'en ai fait une recherche action et je suis capable de le faire. C'est un projet, certes, qui est produit par le ministère du Plan. Oui. Ça, c'est son rôle. Il va mettre son unité d'évaluation. Et moi, ce projet, je vais travailler avec le ministère de l'Intérieur, Sécurité décentrale. Parce qu'en réalité, cette question de province relève de la compétence du ministère de l'Intérieur. Donc, les différents services comme développement rural, santé, agriculture, et PSPT, ça sont des secteurs décentralisés. Eh bien, écoute, je vais travailler avec le gouverneur. Je connais, parce que j'ai participé à la mise en route de la loi sur l'inspection générale de la territoriale. Je connais comment fonctionnent les différents acteurs dans un système de surveillance mutuelle. Et je ferai en sorte que je puisse bouger ce pays si on tente véritablement de me donner cette responsabilité. Et cela demande également qu'il y ait des chefs de secteur, des chefs de chefferie, de bourgmestres, qui ont un profil, qui ont un background et qui sont capables de jouer le rôle d'animateur tout en maintenant l'ordre public. Ça, c'est une demande que je fais et je demande à tous les conseillers qui m'écoutent de faire quelque chose à dire au président, peut-être qu'il ne m'écoutera pas, pour que vous me donniez ce projet. Je vais le rendre opérationnel et je vais booster, je vais promotionner notre pays. Très bien. Je crois que votre voix sera entendue auprès des conseillers, des chefs de l'État, afin de jeter leur dévolu sur vous en vue de la matérialisation de ces projets qui, peut-être, va permettre au président de la République d'être réélu pour un second mandat d'ici décembre 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous M. Norbert Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et puis président de la vision panafricaine. Avec lui, nous avions parlé de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Attendez par là l'héritage que ces deux hommes politiques ont laissé aux Congolais en particulier et à l'Afrique en général. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.